16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Un programme émaillé de rendez-vous haut en couleur, mais ça c'est Stéphane qui en parle le mieux. Restez bien sur Europe 1. Historiquement Vôtre, c'est des quiz loufoques, des récits palpitants. Des quiz loufoques, des récits palpitants et j'ajouterai un présentateur charismatique. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un jour, mais vous payerez pour toutes ces bassesses. Un jour, il y aura une loi qui interdira aux gens de radio de sortir des sons de leur contexte ou couper au montage. Ouais, En attendant, un jour peut-être. bienvenue dans un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, assez peu respectueux des gestes barrières aujourd'hui. Oui Stéphane, puisque le point commun de nos trois personnages du jour, c'est d'avoir été amateurs de baiser. Pas au sens où vous l'entendez vous, mais au sens plus romantique où je l'entends moi. Je chante un baiser. C'est comme ça que je l'entendais aussi, surtout quand c'est Souchon qui chante. Nous réunissons aujourd'hui trois personnages qui ont fait un baiser, mais un et un seul. À commencer par le peintre Gustav Klimt qui a travaillé plusieurs années pour nous offrir le baiser. Un tableau célèbre dans le monde entier. Il ne nous l'a pas offert en réalité, mais il l'a vendu à l'État autrichien en 1908. Depuis, c'est au Palais du Belvédère de Vienne que l'on peut l'admirer en vrai. Lui, c'est devant l'hôtel de ville de Paris qu'il a immortalisé un baiser entre deux amoureux. Je vous raconte Robert Doisneau et la folle histoire de cette photo qui a fait le tour du monde. Quant à vous Mathieu, vous partirez à la recherche d'un chanteur qui faisait des bisous et qui fut surtout la plus grande star de Turquie. Mais il a un peu disparu depuis. Qu'est-ce qu'on a pécho grâce à lui. Emblème d'une Turquie un peu moins coincée du slip que celle d'Erdogan, 23 ans après son tube mondial, que devient Tarkan ? Rien, ou presque. Rien ou presque selon Stéphane Bern, j'ai quand même enquêté un peu, et la vérité, vous allez voir, est entre les deux. Et avec nous, comme chaque jour, il remonte aux origines d'une mode, d'un objet. Et aujourd'hui, c'est lié quelque part au baiser. Avec vous, David Cassel-Lopez. Je suis complètement lié au baiser, c'est le rouge à lèvres. Depuis quand ça existe, le rouge à lèvres vous le saurez. Ça, c'est ancien. Ah oui, c'est très ancien. Je pense que Cléopâtre, elle s'en mettait sur les lèvres. Vous ne pourrez pas appeler, avoir au téléphone la personne qui vous dise « j'ai inventé le rouge à lèvres ». Je suis bidule, j'ai inventé le rouge à lèvres. Il n'y aura pas ce moment culte de votre chronique aujourd'hui. Exactement. Elle nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Moi je vais évoquer un fils à sa mémère qui fut couvert de baisers. Vous savez que Sarah Bernard n'a eu qu'un grand amour dans sa vie, son fils unique Maurice. Et Maurice, lui, a eu deux amours, sa mère et l'argent de sa mère qu'il jetait par les fenêtres. Voilà. Avec nous aussi, lui, son seul amour, c'est la poule au pot. Bonjour Olivier Pouls. Non, j'ai plein d'autres amours dans la cuisine. Vous êtes un polyamoureux, vous. Mais ça me fait plaisir, la poule au pot, c'est quand même le plat voulu par Henri IV, tout le dimanche. En tout cas, c'est un plat qui est très lié à une célèbre déclaration d'Henri IV. On verra si elle est tout à fait exact ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un plat qui est originaire de la région d'Henri IV, c'est-à-dire le Béarn. Enfin, c'est, les amis, un jeu rigolo, mais où, soyons clairs, les chances de gagner sont minimes. Ah bah oui, l'auto-patrimoine. Non, l'autre jeu comme ça, Burn to be Alive, ce fameux quiz qui permet aux auditeurs de réaliser qu'ils sont en fait aussi bons que vous en histoire. Oui. Rendez-vous aux alentours de 5h. Tout sauf de l'histoire. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais tout de suite, partons à la rencontre donc de notre premier grand maître du baiser. Stéphane Bern nous raconte Gustav Klimt. Europe 1, 16h-18h, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Nous sommes à Vienne, la capitale de l'Empire austro-hongrois en 1908. Ce matin-là, Gustav Klimt, 46 ans, fait les 100 pas dans son atelier de la rue Josefstedt. Le peintre est aussi anxieux qu'impatient et pour cause, il est sur le point de dévoiler son chef-d'œuvre, une toile étincelante à laquelle il a consacré ses jours et sacrifié ses nuits pendant 3 ans. Celle qui aura bientôt l'honneur de découvrir le fruit de ce travail acharné s'appelle Emilie Flög. C'est la styliste la plus en vogue de la capitale austro-hongroise. Chaque jour, les bourgeoises fortunées se pressent dans l'enseigne qu'elle a fondée pour s'arracher ses créations d'avant-garde. Ce sont des robes longues et amples, aux motifs fleuris ou graphiques, des robes qui libèrent les corps féminins des corsets trop serrés. Mais cette femme d'affaires redoutable est aussi la muse de Klimt. Voilà près de 20 ans qu'ils se connaissent. Dès le premier regard, le peintre est tombé amoureux fou d'Émilie, de 12 ans sa cadette. Mais les deux âmes sœurs ont en commun cette volonté féroce de bousculer les conventions. Alors, jamais ils ne se marieront.
D'abord parce que Émilie est une femme libre qui refuse d'embrasser le destin d'épouse et de mère réservé aux femmes. Ensuite, parce que Gustave, lui, n'a jamais été l'homme d'une seule femme, ni même songé une seule seconde à s'engager. En fait, la jante féminine l'enivre autant qu'elle l'inspire. Chaque semaine, plusieurs femmes pénètrent dans son antre pour s'abandonner dans ses bras. Et juste après leurs ébats, alors qu'elles se reposent lascivement, le peintre s'empare d'un crayon pour croquer leur chair satisfaite. Avec Émilie Fleugue, l'alliance est tout autre. C'est un amour spirituel. Émilie est l'ange gardien de Gustave. Mais cette entente tacite n'empêche pas la jeune femme de douter parfois des sentiments du peintre à son égard, surtout quand elle apprend qu'il a engendré plusieurs enfants, tous nés de mères différentes. Ce jour-là, des pas pressés résonnent dans la petite rue qui mène à l'atelier. Émilie qui arrive enfin. Le peintre recoiffe ses cheveux en bataille et sourit à cette beauté aux yeux verts. 6 ans plus tôt, il a réalisé un portrait d'elle, resté célèbre. Sur la toile, un visage aux joues roses est auréolé d'une chevelure rousse flamboyante. Sa silhouette longiligne est moulée dans une robe aux couleurs vives qui font penser aux plumes d'un paon. Émilie Fleugue s'installe au milieu des chats sur le sofa de velours rouge qui fait face au chevalet. Et dans un geste solennel, Gustave Klimt dévoile son œuvre en tirant sur le drap de lin qui la recouvre. L'or du tableau se reflète dans les yeux de la jeune femme. La toile est un carré chatoyant dont les côtés mesurent 1,80 m. Au centre du tableau, un couple est enlacé tendrement. En fait, les deux êtres ne forment plus qu'un. L'homme offre un baiser délicat à son aimée qui lui tend la joue. Elle a les cheveux roux et porte une robe dont les motifs colorés sont inspirés des créations d'Émilie. Ses yeux sont clos, elle est agenouillée sur un parterre de fleurs sauvages et s'abandonne à son homme. Le baiser. C'est le titre que Klimt a choisi de donner à son œuvre. Émilie Fleugue est gagnée par l'émotion. Difficile de cacher la petite larme qui coule sur sa joue. Le baiser est une véritable déclaration d'amour. Ces amoureux qui lui font face ne peuvent être qu'une représentation picturale du lien qui l'unit à Gustave. Le tableau est aussi l'aboutissement d'un cycle entamé par Klimt en ce début de siècle, le cycle d'or. Le précieux matériau jaune a inondé peu à peu tous ces tableaux. L'une des toiles les plus célèbres de cette période, c'est le portrait d'Adèle Bloch-Bauer, cette femme aux cheveux noirs de jais qui porte une robe dorée. C'est au cours d'un voyage en Italie que l'idée du cycle d'or a germé dans l'esprit de Klimt. Il s'est émerveillé face à l'or qui abondait dans les basiliques de Venise et les églises de Ravenne. Ce cycle est aussi un hommage à son père disparu qui exerçait la profession d'orfèvre ciseleur. Dans quelques jours, le baiser quittera l'intimité de l'atelier. Klimt la dévoilera à la Kunstschau 1908, une exposition qu'il organise avec l'un de ses complices du mouvement artistique de la sécession viennoise. Quelle sera la réaction de la critique ? C'est une question qui tourmente le peintre, jour et nuit. En fait, un flot de souvenirs l'assaille continuellement. 20 ans plus tôt, l'empereur François-Joseph Ier en personne lui a remis la croix d'or du mérite artistique. À l'époque, il n'a pas 30 ans et travaille comme peintre décorateur avec son frère Ernst. On s'enthousiasme devant les décorations néoclassiques qu'il réalise sur plusieurs édifices publics de Vienne. Le Burgtheater, par exemple, l'un des plus vieux théâtres d'Europe. Mais lorsque Klimt a décidé de s'affranchir de la peinture académique pour affirmer sa singularité, la critique viennoise ne l'a pas épargné, bien au contraire. Enlisée dans un conformisme désuet, elle a fustigé son art, le jugeant décadent et même obscène. Le point culminant de cette période est atteint lorsque l'université de Vienne commande à Klimt une série de toiles destinées à orner les voûtes de son entrée. Ces toiles devaient représenter les allégories de la philosophie, la médecine et la jurisprudence. Mais en 1900, quand Klimt avait présenté la philosophie, il avait vu les bourgeois ouvrir des yeux consternés et entendu les officiels s'indigner. Il avait même dû rembourser l'avance qui lui avait été faite. Alors cette fois-ci, face au baiser, que vont-ils dire ? Nous sommes au palais de sécession de Vienne, c'est le grand jour. Gustave Klimt va dévoiler le baiser. Il transpire à grosses gouttes en attendant les premières réactions. Mais face à la mine réjouie des premiers spectateurs, Klimt pousse un long soupir de soulagement. Le baiser est exposé au milieu d'une quinzaine d'autres tableaux, mais son effet est totalement hypnotique. Tous les regards sont tournés vers lui. Très vite, il est acheté par l'État autrichien qui met 25 000 couronnes sur la table pour acquérir le tableau du jamais vu.
Depuis ce jour, il est exposé au palais du Belvédère de Vienne. Le baiser est aujourd'hui si connu que l'on dit qu'il est en quelque sorte la Joconde de ce musée viennois. Gustav Klimt peut se retirer sereinement dans son atelier. Il s'emploie désormais à réaliser le portrait de femmes fortunées qui lui passent commande. Les années passent, ses excès de consommation féminine ne faiblissent pas, et alors que la Grande Guerre éclate et fait sombrer l'Empire, le peintre saisit des scènes intimes, toujours plus scandaleuses, dans l'ombre de son studio. En cette matinée d'hiver 1918, les flocons de neige ont couvert d'un épais manteau blanc la ruelle qui mène à l'atelier. Klimt frissonne. Il jette un grand châle en laine sur ses épaules et se met à l'ouvrage. Mais à peine s'est-il emparé d'un pinceau qu'un mal de tête lancinant vient le surprendre. C'est la mort qui cherche à s'inviter chez lui. Avant de s'effondrer, Klimt tente de la défier en se précipitant dans la neige pour crier à l'aide. Le peintre remporte le premier duel. Il reprend conscience, mais dans un lit d'hôpital. Un parfum féminin et rassurant embaume la pièce et lui chatouille les narines. Klimt ouvre l'œil. Il aperçoit cette chevelure rousse qui lui est si familière. Il veut tendre la main pour caresser les boucles d'Émilie, mais il a beau essayer de lever le bras, aucun membre ne répond. Klimt est paralysé. Peut-être aurait-il dû laisser la mort l'emporter. Durant les 3 semaines qui suivent, Émilie Fleugue ne quitte pas le chevet de Gustav Klimt. Elle est présente jusqu'à son dernier soupir, précédé d'un murmure. « Fais-moi un baiser. » L'aimer, avec un grand A. Celle que Klimt a peinte sur sa toile la plus bouleversante, c'était bien elle. Europe 1, Historiquement vôtre. Et pour continuer à parler de Gustav Klimt et de son baiser, nous avons le plaisir d'accueillir celui dont l'ouvrage nous a permis de nourrir ce récit, Stéphane, Alain Vircondelet. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Alain Vircondelet, vous êtes écrivain, biographe connu et reconnu, historien de l'art, et vous venez en effet de publier le passionnant De l'or dans la nuit de Vienne selon Klimt, aux éditions Atelier Henri Dougier, consacré au baiser de Klimt. Ce chef-d'œuvre renferme suffisamment de trésors et d'anecdotes pour lui consacrer un livre tout entier. Ah, c'était la gageure, c'était le défi que je me lançais. Mais il faut croire que oui, puisque j'ai fini par écrire un livre sur le sujet uniquement. Ça m'a beaucoup étonné, amusé quelque part aussi de pouvoir consacrer un livre à un seul tableau, et sans parler il y a eu tellement de biographies sur Klimt, mais curieusement, aucun essai n'avait été écrit sur le baiser. Alors je m'y suis employé et cette lacune a été comblée. Et vous soulignez Alain dans ce livre que le baiser, c'est le chef-d'œuvre de tous les records. Lesquels? Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? Oui, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que l'État autrichien a acheté effectivement d'abord le tableau 25 000 couronnes, comme vient de le dire Stéphane Bern, alors que toute commande d'État se faisait à l'époque à hauteur de 5 000 couronnes à peu près. Donc vous voyez déjà, le seuil avait été amplement dépassé. Et puis, c'est devenu le tableau le plus visité au monde. C'est assez extraordinaire, hein. C'est le tableau que tout le monde va voir à Vienne. On ne peut pas aller à Vienne sans aller voir le baiser. C'est la visite indispensable. C'est un peu la Joconde du Louvre au palais du Belvédère. Et puis surtout, c'est le tableau où il y a peut-être le plus d'or sur une toile. Mais aussi, et surtout, c'est la marchandisation. Ce merchandising a fait que le tableau se retrouve sur une quantité absolument innombrable de supports. On le trouve évidemment sur des mugs, sur des tapis de souris, sur des paillassons, sur des têtes de lit, parce que le tableau serait censé inspirer les amants au lit. On le trouve même sur le latex de préservatif. On le trouve sur tous les supports possibles et imaginables, d'autant plus que le tableau est tombé dans le domaine public, et alors on peut le trouver sur du papier, des enveloppes, du papier cadeau, enfin de toutes sortes. En tout cas, merci Alain, vous m'avez donné une bonne idée cadeau pour l'anniversaire de Stéphane avec ses préservatifs de Klimt. Franchement, je pense que c'est une idée, c'est rigolo. C'est le bon Ça vous fera plaisir, c'est très bon goût. Alain Vircondelet, vous placez en exergue de votre livre cette phrase de Klimt: « Je ne m'intéresse pas à ma propre personne comme objet de représentation, mais aux autres êtres, surtout féminins, et plus encore aux apparitions. » Ça pose quand même une question. Que serait Klimt sans les femmes? Bon, il serait quand même un immense peintre. Il a prouvé tout au long de sa carrière qu'il pouvait tout peindre. C'était un peintre immense et un décorateur aussi. Donc, il savait aussi peindre des frises, faire des spirales, enfin faire tout ce travail décoratif qu'on lui connaît. Mais c'est vrai que son inspiration première, c'est l'inspiration féminine. C'est vraiment l'odor di femina, comme on disait à l'époque de la Renaissance. C'est cette odeur
Lord di Femina qui l'a inspiré totalement et toujours. C'était un homme qui aimait énormément les femmes et qui engageait même des femmes faciles, des prostituées aussi, dans son atelier pour se livrer à des exhibitions lascives pendant que lui peignait. Donc il y avait toute cette atmosphère érotique et en même temps il y avait à côté, il y avait Émilie Fleuge qui était une muse et comme toutes les muses, elle était pratiquement en quelque sorte intouchable. Alors Alain, concernant ce célèbre tableau, vous écrivez dans votre livre De l'or dans la nuit de Vienne, consacré donc au baiser de Klimt, le baiser le hantait parce qu'il signifiait quelque chose de plus vaste et de plus cosmique même que ce que cet acte avait l'habitude de montrer. C'est quoi la signification de ce baiser pour Klimt, pour celui qui l'a peint? C'est-à-dire qu'on peut imaginer, d'ailleurs c'est un contresens. Aujourd'hui, tout le monde pense que le baiser, c'est un tableau à offrir le jour de la Saint-Valentin parce qu'il inspirerait potentiellement les amants, il créerait une pulsion sexuelle ou érotique. Mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que le tableau de Klimt, c'est d'abord, je pense, une sorte d'élévation spirituelle. C'est-à-dire que il y a dans ce tableau quelque chose qui veut échapper justement à la destruction de l'homme, à la destruction de la chair, justement, ce qui fait qu'il a, je dirais presque, ce couple, il l'a coulé dans l'or. Il l'a coulé dans l'or parce qu'on sait que l'or est de tout temps et dans toutes les civilisations un objet absolument éternel et inoxydable et inaltérable. Et donc le baiser devient comme une sorte d'icône sacré. D'ailleurs, on remarque, je ne sais pas si vous l'avez aperçu, on dit souvent que ce tableau se trouve sur un tapis de fleurs. En effet, il y a une prairie magnifique avec plein de petites fleurs qui préludent d'ailleurs au tableau que Klimt va faire plus tard, qui sont des tableaux remplis de plantes, de fleurs, d'arbres, etc. Une végétation luxuriante. Mais là, la prairie s'arrête à un moment précis aux chevilles de la femme aimée et il y a comme un vide à côté, c'est comme une falaise avec un énorme vide et qui signale peut-être sur quelle fragilité se trouve ce couple et il peut basculer et que seul peut-être le fait de l'avoir coulé dans l'or peut le faire échapper à la chute. Justement, vous parliez de cet or, de ce jaune or au fond, qu'il avait sans doute rapporté d'Italie. Oui. C'est l'or, c'est comme un ciel offert à toutes les promesses, dit-il. Donc, ça reprend vraiment la symbolique. Il y a quelque chose de sacré. Ah oui. Mais ça a marqué son œuvre ensuite, cet or. Déjà un peu auparavant, puisqu'il y a ce qu'on appelle le cycle de l'or. Et même, il avait été chargé par un industriel belge de décorer son palais. Et donc, il a décoré de façon comme une sorte de chapelle ardente remplie d'or. Et il avait mis déjà un couple qui était amoureux, qui ressemble fortement à ce que va devenir le baiser quelques années plus tard. Il s'appelle ce tableau l'accomplissement. Mais vous voyez, le tableau n'a pas été, ne signale pas seulement l'accomplissement, puisqu'il a continué, il a persévéré dans ce projet. Mais c'est vrai que l'or, il l'a ramené de Venise. Et là, évidemment, l'or coule de tous les côtés, de toutes les coupoles. Et il a eu cet éblouissement qu'il a voulu rapporter dans l'Empire austro-hongrois, où l'or ne servait que de décoration pour décorer des lambris ou pour décorer des salons. Alors que lui a pris l'or comme un élément sacré, justement, comme on le voit dans toutes les civilisations, aussi bien inca, précolombienne, égyptienne, etc. Donc il a utilisé l'or comme un des moyens, je dirais, de traduire justement la puissance et l'inaltérabilité de son amour pour Émilie Fleuge. Parce que cette Émilie Fleuge, elle est quand même très intéressante à étudier. Elle n'est pas seulement la couturière haut de gamme ou la couturière de haute couture qu'elle a été, elle est encore autre chose pour Klimt. Alain, vous êtes docteur en histoire de l'art. Il y a une question que je me pose toujours. Est-ce qu'un grand peintre sait quand il tient un chef-d'œuvre, son chef-d'œuvre? Est-ce que là, Klimt, il sentait avec le baiser qu'il avait vraiment son œuvre ultime? Je ne sais pas si on peut dire comme ça, parce que Stéphane l'a évoqué, il redoutait l'accueil du tableau. Oui, il le redoutait parce que justement, il avait été très critiqué depuis des années, ne serait-ce que parce qu'il a été le maître de la sécession viennoise et qu'il était l'ami d'artistes qui étaient tout à fait en rupture de banc avec l'esthétique
habituel. Mais pour revenir à la question que vous me posez, je ne sais pas si un artiste, quel qu'il soit, a l'impression de tenir son chef-d'œuvre. Mais quelquefois, je serais tenté de dire oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur le Guernica de Picasso, et Picasso savait qu'il tenait là un sujet absolument extraordinaire. Et je pense qu'avec le tableau du baiser, le fait même qu'il soit revenu à plusieurs reprises sur ce sujet et sur ce thème, et qu'il ait peint d'ailleurs des tableaux qui ressemblent au baiser, à la structure et à la construction même du baiser, ça prouve qu'il avançait à pas réguliers vers quelque chose qui voulait être pour lui l'accomplissement au sens total du terme et l'éblouissement total. Et je pense qu'il a atteint ça. Oui, mais Alain Vercondelet, le baiser n'a pas connu le succès populaire et mondial qu'il sien aujourd'hui immédiatement. Pas tout à fait, effectivement. C'est un petit peu comme Le Petit Prince, qui au départ n'a pas connu justement cet engouement et le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Eh bien, au départ, quand même, on peut dire des témoignages que l'on a, que le tableau a saisi quand même le public, que le tableau a fasciné par son aspect mystérieux et en même temps par cet or qui en fait était familier aux Viennois. Mais très vite quand même, il y a eu une répercussion, puisque très vite même l'État a acheté quand même le tableau, ce qui montre que, à l'évidence, que malgré le fait qu'il soit le maître de la sécession, quand même que ce tableau pouvait être emblématique de l'Autriche et du temps de cette époque. Écoutez, merci beaucoup Alain Vercondelet. Je rappelle votre livre consacré au baiser, de l'or dans la nuit de Vienne selon Klimt, qui vient de paraître aux éditions Atelier Henri Dougier. Merci d'avoir été avec nous. Merci surtout à vous, au revoir. Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern.